pour certains, c'est juste de l'arnaque. Pour d'autres, c'est un business très rentable. On associe souvent cette pratique aux influenceurs. Alors, pas forcément les meilleurs. Mais au fait, c'est quoi le dropshipping ? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Bonjour Hugo Weber. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Alors, tu es spécialiste des affaires publiques chez Mirakl. Alors, Mirakl, c'est un géant déjà maintenant français du e-commerce, notamment par les marketplaces. Et tu connais bien le dropshipping. Alors, je voulais qu'on revienne sur cette affaire du dropshipping parce qu'on en parle beaucoup. Il y a l'affaire Magali Berda, Booba, qui accuse notamment la patronne d'une agence d'influenceurs d'arnaque et qui parle souvent de ce dropshipping qui serait de l'arnaque, en fait, des produits de basse qualité vendus très cher sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut revenir simplement au basique ? C'est quoi le dropshipping ? Alors Raphaël, je suis venu avec ma casquette dropshipper de la Quetzot parce qu'effectivement Toi, tu défends le dropshipping en fait. Je défends un certain modèle de dropshipping d'accord. et pas forcément tous les modèles de dropshipping. Mais pour expliquer simplement ce qu'est le dropshipping, je pense qu'il faut revenir un peu aux fondamentaux. C'est un modèle d'affaires qui est utilisé dans la distribution et c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. En fait, en français, on appelle même ça la livraison directe fournisseur. Et pour bien comprendre, je pense que c'est important de repartir des 3 niveaux qui existent dans le e-commerce. Il y a un premier niveau très simple qui est le e-commerce traditionnel. Je suis un distributeur, Carrefour, Auchan, Decathlon. Je vends des produits que j'ai moi-même achetés. Donc j'achète des produits à un certain prix, le plus bas possible évidemment. Je stocke ces produits, je les market et je les mets à disposition de mes clients et je les vends le plus cher possible en récupérant une marge dessus. Le commerce le plus traditionnel, la boutique, possible, exactement. On paye la boutique, le loyer, les employés et exactement. Le deuxième niveau de e-commerce, c'est la marketplace. C'est l'utilisation des modèles de plateforme qu'on connaît bien avec Uber, avec Deliveroo, par les acteurs du e-commerce. Concrètement, c'est la mise en relation entre de l'offre et de la demande et le e-commerçant joue juste un rôle d'intermédiaire. Et le dropshipping là-dedans... Alors, je reviens juste pour illustrer ce que tu viens de dire. La marketplace, c'est notamment... Alors, par exemple, parce que maintenant, on a des marketplaces partout. D'ailleurs, c'est souvent Mirakl qui les fait, il se trouve. Mais, je sais pas, moi, chez Boulanger, Fnac, Darty, tous les géants, même Amazon notamment. C'est-à-dire c'est les fameux produits... On a les produits vendus par Fnac qu'on trouvera en magasin. Ça, c'est le commerce tel que tu l'as expliqué. Et la marketplace, c'est vendu par un tiers. Et donc là, Fnac, Darty ou Boulanger, peu importe, vend quelque chose pour quelqu'un d'autre, en fait. Donc, joue l'intermédiaire. Donc, on ne l'achète pas vraiment, en fait, à la Fnac ou à Darty ou à Boulanger. Tu as raison, Raphaël. Le lien contractuel, c'est effectivement entre le vendeur tiers et le consommateur. D'accord. Et le dropshipping, c'est un modèle qui est un peu entre les deux, où le e-commerçant vend un produit qu'il ne possède pas encore. Et en fait, lorsqu'il y a une commande qui est réalisée, lui-même va commander ce produit à un fournisseur. Et c'est ce fournisseur-là qui va se charger en fait, de le livrer directement au client. Donc c'est vraiment ça le dropshipping. Alors, c'est juste de la mise en relation et de l'achat d'un produit just in time, comme on dit souvent. On achète avant d'avoir. C'est de la vente à découvert en fait. Presque ça, ouais, quasiment. Et alors, explication basique. Question basique, à quoi ça sert ? Parce que pourquoi est-ce que dans ce cas-là, le client ne va pas directement chez le fournisseur, il paierait moins cher. À quoi ça sert l'intermédiaire du coup ? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. À quoi ça sert un magasin à ce moment-là ? Un magasin, ça. Le magasin, ça m'accueille, il y a un salarié qui va me conseiller, j'ai une garantie, j'ai des choses comme ça. À quoi ça sert de se dire, tu cherches un aspirateur, au lieu de le commander sur un site qui vend les aspirateurs, je vais faire la commande, je vais mettre ton adresse de livraison. Et tu vas me donner, je sais pas moi, 10%, 20%. À quoi pour le distributeur, il y a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est déjà de ne pas gérer le stockage des produits. C'est quelque chose qui coûte cher. C'est des besoins de fonds de roulement, c'est du working capital. Enfin, c'est très cher aujourd'hui de stocker des produits. On parle souvent de l'empreinte écologique aussi dans des lieux de stockage. Le deuxième avantage, c'est de pouvoir offrir un assortiment qui est le plus large possible à ses consommateurs, donc de mieux répondre aux besoins de ses consommateurs. Et troisièmement, je dirais que c'est aussi un avantage écologique pour le distributeur, puisque finalement, comme la livraison est réalisée directement par le fournisseur, il y a une étape de livraison de moins, donc évidemment avec des émissions de CO2 qui sont moins. Pour le consommateur, ça a aussi un avantage, le dropshipping, c'est que la relation contractuelle ne se fait pas directement avec le vendeur tiers, elle se fait avec le e-commerçant, avec le distributeur. C'est lui qui gère le prix qu'il fixe, c'est lui qui gère le service après-vente,
c'est lui qui gère le SAV et toutes les réclamations qu'il peut y avoir sur un produit. Donc il y a des avantages à la fois pour le distributeur et évidemment pour le consommateur d'utiliser des modèles de dropshipping. Ah ok, donc ça veut dire que si moi je te vends l'aspirateur que je n'ai pas, je vais juste te le commander. Par contre, s'il y a un problème, c'est moi qui en suis responsable. Voilà, moi, enfin, si t'es le client, je dois assurer Exactement. le SAV. Donc il y a un côté un peu assurance. Bien sûr. Mais c'est vieux parce qu'on en parle maintenant en fait. Mais est-ce que c'est vieux par rapport au e-commerce Ça fait très longtemps que ça existe. Enfin, même dans la vente à distance, quand il y avait des catalogues papier, des 3 Suisses ou autres, par moment, ils utilisaient aussi des principes de dropshipping. C'est même pas lié à Internet, oui d'ailleurs. Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout lié à Internet en fait. C'est un modèle d'affaires du commerce. Et on sait qui a inventé ce truc-là Je pense que c'est les principes même du commerce. Enfin, je pense que c'est vieux comme le monde en fait. Voilà un exemple. Je sais pas tu parlais des catalogues. En fait, tout le monde en fait du dropshipping. Il y a plein de moments où vous achetez, que ce soit en ligne ou que ce soit en vente à distance, que vous achetez des produits et vous ne savez pas que c'est des produits qui sont vendus en dropshipping puisque la personne avec laquelle vous contractualisez, c'est réellement le distributeur. Donc en fait, c'est des choses qui sont utilisées mais quasiment quotidiennement par la majorité des distributeurs. En fait, c'est un peu comme un importateur quasiment. Oui, alors pas au sens juridique du terme, non, mais au sens pratique de ce que voit le consommateur, oui, c'est à peu près les mêmes mécanismes. Bon, alors moi j'ai une question à te poser, c'est à quel moment ça a dérapé? C'est-à-dire à quel moment ce truc qui posait pas problème, après tout, moi je connais pas les sous-traitants en Chine, si je veux me commander je reprends l'exemple de l'aspirateur, je suis bien content qu'il y ait quelqu'un qui me dise, bon, bah, tu vas le payer un peu plus cher, tu vas me filer une com, par contre si ça marche pas, je m'en occupe. Je trouve ça fair play. Le problème, c'est qu'il y a un moment, ce truc a été complètement dévoyé et utilisé par des tas d'influenceurs. Là, pour le coup, pour des escroqueries, parce que derrière, justement, cette fameuse promesse de SAV, derrière, il n'y avait plus rien. Parce qu'en fait, si je n'ai pas à stocker, je peux créer des sites, je peux vendre tout et n'importe quoi après tout. S'il me suffit d'acheter derrière, je peux te vendre presque une fusée si je veux derrière, si je l'achète. Donc à quel moment ça a foiré, j'ai envie de dire ça a foiré à un moment où les influenceurs ont commencé à se mettre à faire de la publicité, du marketing d'influence pour des sites de dropshipping. Et en fait, je pense que dans l'affaire que tu mentionnais, celle de Booba contre Magali Berda, Booba a un point, c'est qu'il met le doigt sur des pratiques qui sont des pratiques pas totalement éthiques et par moments déloyales, voire illégales. En revanche, la manière qu'utilise Booba d'harceler Magali Berda, je pense qu'on n'est pas forcément obligé de cautionner la manière dont il le fait. Non, mais le cyberharcèlement, on en parlera dans un autre épisode. C'est vrai qu'on va pas... C'est tout à fait légitime, effectivement, il y a des procédures, etc. Mais c'est vrai que sur le dropshipping, tu parles de pratiques illégales. Ouais. De pratiques illégales. Alors ça, parce qu'effectivement, de quoi tu parles concrètement? Alors, je parle de produits qui sont dangereux, qui sont contrefaits ou qui sont simplement illégaux et mis sur le marché par des sites de dropshipping. Évidemment, c'est des pratiques qui sont complètement illégales. Il y a des recours qui existent, notamment auprès de la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes, pour limiter ces pratiques ou lorsqu'on est victime de ces pratiques ou lorsqu'on a acheté un produit qui est dangereux pour se retourner contre effectivement la personne qui soit l'a mis sur le marché, soit l'a vendu, donc le site de dropshipping. Et il y a aussi des usages un peu moins éthiques du dropshipping, et c'est notamment le reportage de compléments d'enquête avec des taux de marge qui sont hyper élevés, qui sont prélevés par le distributeur. C'est pas illégal de prendre un taux de marge ou de vendre un produit beaucoup plus cher. C'est illégal de faire des fausses promotions. Et ça, c'est un autre point. Là, c'est quand même un truc qu'on voit souvent sur le dropshipping, c'est-à-dire qu'on crée un site, on met, je sais pas moi, des écouteurs style AirPods, qui sont évidemment pas des vrais AirPods, 10 euros au lieu de 70 euros prix barré. Sauf qu'en fait, ces écouteurs, ils sont vendus même au grand public sur d'autres sites à 5 euros. Quoi. Oui, alors ça tu as raison, Raphaël. C'est redevenu illégal. C'est redevenu illégal. C'est été la directive qui s'appelle Omnibus, celle des prix barrés, où effectivement, le site internet qui vend un produit doit s'assurer qu'effectivement, ce produit-là, chez lui, n'était pas un prix barré. En fait, qu'il a effectivement été vendu au prix qu'on a barré, le 70 euros versus les 30 euros pendant les 30 derniers jours. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a aussi fondamentalement changé, c'est que tu parlais du catalogue des 3 Suisses, même des marchés en fait, ou d'ailleurs des grandes enseignes. C'est qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde a accès aux grossistes.
C'est que il y a quelques années, il y avait pas, on se posait pas de questions, puisque finalement les produits, on nous vendait des écouteurs 30 euros. On ne savait pas combien ça valait par le grossiste. C'était vendu par le grossiste. Aujourd'hui, le grossiste, c'est AliExpress. On l'a, le grossiste, puisqu'on peut acheter par 100, 200. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est compliqué. C'est qu'on a l'impression de se faire avoir, puisqu'on a les prix grossistes en permanence. Ça c'est vraiment nouveau, ça. Alors oui, c'est vraiment nouveau, et je pense que c'est aussi un des bénéfices d'Internet, c'est de donner une transparence totale sur les prix du grossiste, sur les prix de vente. Et effectivement, pour rebondir sur ton point de tout à l'heure, où est-ce que ça a dérapé, je pense que ça a vraiment dérapé quand les influenceurs ont réellement commencé à faire la promotion des sites de dropshipping qui étaient non éthiques ou déloyaux. Et je pense que là, c'est vraiment quelque chose ou créé par leurs potes. Ou créé par leurs potes, peut-être, enfin j'en sais rien, mais en tout cas de faire de la promotion d'un site, d'être rémunéré pour faire la promotion de ce site-là, alors qu'eux-mêmes n'ont pas forcément acheté ces produits-là, eux-mêmes ne les ont pas forcément utilisés. En revanche, ils utilisent leurs audiences ou la capacité d'influence qu'ils ont sur des personnes qui les suivent, qui les croient, qui estiment qu'ils ont une vérité à un moment, ou en tout cas qu'ils ont pu tester ces produits et les utiliser et les recommander de manière honnête et transparente, alors que c'est pas du tout le cas en fait. Et il faut bien se rendre compte que les influenceurs aujourd'hui utilisent aussi des techniques de nudging, de détournement des comportements pour pousser à l'achat. Alors explique-nous ce que c'est que le nudging. En fait, c'est tous les biais comportementaux que vous pouvez avoir et que vous pouvez utiliser sur les réseaux sociaux, notamment par les influenceurs, en disant voilà, j'ai un super code promo de moins 30%, par contre il a une durée limitée de 3 jours ou de 24 heures ou de 6 heures. C'est du nudging parce que ça pousse à l'achat le plus rapidement possible. Alors, je fais une petite parenthèse. Il y a un truc qui marche à coup sûr pour voir un site à fuir d'urgence. C'est le petit chrono, le compteur en haut où ça se remet en route. C'est-à-dire que plus que 30 minutes pour profiter de la promo. En général, si on attend vraiment 30 minutes, ça se remet à zéro. Bon, ça, honnêtement, on peut le dire déjà pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent. Déjà, s'il y a un petit décompte qui se fait, petit décompte horaire qui se fait en haut du site, c'est mauvais signe. C'est souvent mauvais signe. C'est souvent très mauvais signe. Mais le fait d'utiliser son audience captive, des gens qu'on est capable d'influencer, de toucher, en soi, c'est pas quelque chose de mauvais. Je veux dire, des influenceurs, les égéries des marques de mode, il y a très longtemps, c'était aussi déjà des influenceuses ou des influenceurs à l'époque. C'est, en fait, je pense, l'usage d'une certaine population des influenceurs, malheureusement souvent issus de la télé-réalité, qui utilisent les réseaux sociaux pour pousser des sites de dropshipping dont les usages éthiques sont pas les plus respectueux. Voilà, c'est ça. Mais le dropshipping en tant que tel, c'est pas une activité qui est interdite, c'est pas une activité qui est illégale, et au contraire, c'est une activité qui peut avoir plein de bénéfices pour plein de gens. Mais tu as des exemples de sites, de services qu'on peut connaître qui font du dropshipping, ou c'est une pratique qui est faite par des grandes marques pour certains produits? C'est des pratiques qui sont faites par des grandes marques pour certains produits, soit en complément de leur assortiment traditionnel, soit sur des produits qui sont trop lourds, trop compliqués à stocker, ou sur lesquels il n'y a pas forcément assez de volume, mais ils peuvent toujours en vendre un petit peu. Et en fait, le consommateur ne se rendra pas compte que c'est du dropshipping, puisque le nom du dropshipper, celui qui va effectivement réaliser la livraison, n'apparaît jamais. Voilà. C'est ça. Mais en fait, il y a plein aujourd'hui de sites e-commerce qui font du dropshipping. Mais par contre, c'est toujours le vendeur qui est responsable, donc on doit pouvoir se retourner contre le vendeur, complètement. D'accord. D'ailleurs, un petit conseil au passage, en général, beaucoup de sites n'ont pas de mention légale quand ils font du dropshipping, on va dire hasardeux. Ouais. Toujours vérifier qu'il y a des mentions légales. Mais c'est vrai que, est-ce que ça a terni quand même l'image? Est-ce que ça a mis une défiance sur pas tout le e-commerce, mais quand même les sites qu'on connaît aujourd'hui? Est-ce qu'on fait plus attention à ça qu'avant? Je pense qu'on y fait plus attention, et je pense que c'est une bonne chose. Quand on voit que, notamment, le gouvernement, sous l'égide de Bruno Le Maire, en fait une action forte de vouloir réglementer l'usage du marketing d'influence sur les réseaux sociaux, lorsqu'on voit que les agences d'influenceurs sont conviées à Bercy pour réfléchir de ces problématiques-là, lorsqu'on voit qu'il y a des députés comme Aurélien Taché qui portent des propositions de loi pour effectivement
limiter le marketing d'influence ou l'influence sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et effectivement, il faut mettre au crédit de Booba d'avoir quand même mis le doigt et médiatisé un sujet qui est problématique aujourd'hui. Là où, en revanche, c'est plus compliqué dans la mise en œuvre, c'est que les sites de dropshipping qui utilisent ça de manière malsaine, et je pense que et même illégale, c'est des sites qui disparaissent au bout de quelques jours, de quelques semaines, voire même de quelques heures pour certains d'entre eux. Donc le contrôle de ces sites-là, il est extrêmement compliqué. Et évidemment, quand vous renvoyez vers un site de dropshipping qui est basé dans des pays d'Asie ou dans des pays d'Afrique, en dehors de l'Union européenne, les moyens de recours du consommateur sont beaucoup plus faibles, même lorsqu'il se retourne vers la DGCCRF pour signaler les abus qu'il a pu subir. C'est très compliqué derrière pour les autorités de contrôle d'aller chercher le responsable, le site de dropshipping. Il y a quand même eu un coup assez fort qui a été porté sur un acteur qui pouvait être utilisé pour du dropshipping, c'est Wish. Oui. Qui a été quand même interdit en France. Enfin, interdit, oui. Déréférencé. Déréférencé, pas interdit, mais pour aller retrouver du Wish, il faut y aller. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les applis. Il n'y a plus les... Non, on ne peut plus télécharger l'application, mais si on l'avait déjà, on oui, elle ne disparaît pas du téléphone, mais on ne peut plus la télécharger et puis on ne peut plus accéder au site. Enfin, ils voulaient qu'on ne puisse plus accéder au site. Via les moteurs de recherche, on ne peut plus accéder au site. Il faut le taper. Il faut le taper à la main. .fr ou... c'est ça. Enfin, je ne sais plus, c'est .com/fr ou .fr. On ne va pas leur faire de la pub non plus. Non, c'est pas la peine, surtout qu'en général, les produits qu'ils vendent, là, pour le coup, on ne va pas les conseiller. Mais bon, c'est un coup dur. Ouais. Mais le problème, c'est que quand on fait ça, il y en a 15 qui se créent derrière. Il suffit d'aller voir les stores. Évidemment, je ne parle pas des sites. Est-ce que tous ces sites-là sont toujours utilisés dans le dropshipping Est-ce que c'est pareil qu'AliExpress, d'ailleurs, qui est quand même un géant aussi Est-ce qu'on peut leur faire confiance à ces sites ou vraiment c'est une catastrophe partout? Alors, les sites de dropshipping accessibles directement au grand public qui sont créés juste sur la base d'une marque avec, comme tu le mentionnais tout à l'heure, pas de conditions générales. Voilà, enfin, clairement, il faut fuir. Et je pense que pour éviter les soucis sur les sites de dropshipping, je pense qu'il ne faut pas se laisser avoir par l'attrait de la promotion, par le temps restreint, comme on mentionnait tout à l'heure, et faire sa recherche. C'est aussi ce que permet Internet aujourd'hui. Tous les concurrents sont à un clic, honnêtement. Vous pouvez aller regarder sur Amazon, sur Fnac ou autre pour retrouver potentiellement les mêmes produits ou d'autres produits, mais en tout cas avoir un référentiel de prix qui n'est pas juste celui du dropshipper qui a été promis par un influenceur de la télé-réalité. Je pense que ça, c'est la bonne pratique, c'est de se renseigner un tout petit peu avant d'acheter un produit. En revanche, le dropshipping par lui-même, c'est pas quelque chose qui est néfaste. Et je pense que c'est vraiment important de revenir là-dessus. Le dropshipping, c'est un modèle d'affaires, c'est une technologie, et la technologie, par nature, elle est agnostique. C'est l'usage qu'on fait de la technologie qui va être soit bénéficiaire, soit... Quand tu dis une technologie, c'est parce qu'aujourd'hui, sur la gestion des stocks, enfin plutôt des non-stocks, c'est-à-dire qu'une grande enseigne qui va travailler en dropshipping sur certains produits qu'elle ne peut pas stocker, dès qu'il y a une commande, ça part tout de suite. Exactement. Exactement. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui est utilisé par tout le monde. Et c'est plutôt... quand c'est bien fait, c'est quelque chose de très sain qui a beaucoup d'avantages. En fait, j'ai l'impression que quand c'est bien fait, on le voit pas, quoi. C'est un peu le concept. Voilà, quand c'est bien fait, on le voit pas, le dropshipping. Mais pour reprendre à ce que tu disais tout à l'heure, comment pas se faire avoir, acheter sur des réseaux sociaux, en sortant du réseau social, sur Instagram ou autre, pour aller sur un site de dropshipping qui a été promu par un influenceur de la télé-réalité, honnêtement, ça pose déjà un certain nombre de questions. D'ailleurs, on parlait des sanctions. C'est vrai que les sanctions sur les sites de dropshipping, c'est compliqué, mais enfin, il y a des sanctions qui n'ont jamais été prises. C'est contre les influenceurs. C'est-à-dire qu'aucun d'entre eux n'a jamais été sanctionné par Instagram, ou presque. Ça, c'est vrai que c'est assez étonnant. Ouais, enfin, bon, c'est pas tout à fait le sujet, mais ça pourrait être aussi une piste. Mais, et alors, du coup, c'est quoi la différence entre le dropshipping, tu l'as brièvement évoqué, le dropshipping et une marketplace? Parce que finalement, la marketplace, c'est... dans le concept... Le distributeur n'a pas non plus les stocks. Donc là, il délègue totalement la responsabilité. C'est quoi la différence entre les deux? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de différence entre la marketplace et le dropshipping. Le premier niveau de différence, c'est la relation contractuelle. Dans le cadre de la marketplace, la relation contractuelle, elle est faite entre l'acheteur, le consommateur,
et un vendeur tiers au travers de la plateforme. C'est vraiment de la mise en relation. Donc, l'éco-contractant, c'est l'acheteur, le consommateur et le vendeur tiers. Juste très rapidement, ça veut dire que si j'achète, je vais prendre une autre marque parce que j'ai cité toujours les mêmes, mais chez Leclerc, tiens, je vois Leclerc, produit vendu par... Et expédié par autre, ou Amazon, expédié par autre. Ouais. En fait, il faut que je fasse attention parce que c'est bien cet autre-là, cette entreprise, qui va être responsable. Oui. Donc, j'ai intérêt à sacrément faire confiance au site qui l'a sélectionné quand même. Exactement. En revanche, ce qui est important de mentionner, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des distributeurs français utilisent des activités de dropshipping parce que c'est quelque chose qui leur permet de mieux répondre aux besoins de leurs clients. Aujourd'hui, on prend le meilleur, enfin l'un des meilleurs e-commerçants qui reste quand même Amazon. Il faut leur rendre ce crédit-là aussi. Ils ont quand même pas mal révolutionné le e-commerce. Aujourd'hui, 60% de l'activité de Amazon, c'est de la marketplace. Oui, c'est la majorité. 6 produits sur 10 que vous achetez sur Amazon, c'est un produit qui est vendu non pas par Amazon, mais par un vendeur tiers. Donc, ce n'est pas expédié depuis un entrepôt d'Amazon. Ça peut être expédié de temps en temps depuis des entrepôts Amazon pour le compte et pour le biais la vente, du vendeur tiers. Mais la vente, elle est faite avec un autre vendeur. On reste sur l'exemple d'Amazon, c'est-à-dire que quand ces produits vendus et expédiés par Amazon, mon co-contractant c'est Amazon, si j'ai un problème j'appelle Amazon. Si c'est vendu par une autre entreprise, même si c'est expédié par Amazon, à ce moment-là, si j'ai un problème vendeur avec le produit, qui est responsable du produit. C'est le vendeur tiers. Exactement. En revanche, la différence entre des grands pure players du e-commerce et des distributeurs comme Leclerc que tu mentionnais, Carrefour, Leroy Merlin, Maison du Monde, Nature et Découverte, on peut en citer énormément, c'est que la sélection des vendeurs est beaucoup plus importante sur les sites de distributeurs. Enfin, c'est hyper important parce que c'est là où c'est les co-contractants de ce client. Donc, c'est-à-dire que si moi, parce que honnêtement, on va pas se mentir, moi je pense que 90% des gens qui sont sur, je sais pas moi, chez Nature et Découverte et qui achètent chez un autre que Nature et Découverte, sur le site on le voit, c'est écrit en petit, 90% des gens pensent qu'ils l'ont acheté à Nature et Découverte. Donc, alors, c'est mentionné de manière de plus en plus importante. Oui, mais on regarde pas. Et souvent, si on prend le cas de Nature et Découverte, la manière dont c'est présenté, les produits qui sont vendus sur l'activité de marketplace, c'est des produits qui sont généralement complémentaires de l'offre de Nature et Découverte. Vous n'allez pas retrouver sur le site de Nature et Découverte des j'ai même pas d'exemple, mais des produits électroniques à la Fnac et des produits. On reste dans le même univers. Et le cas de Nature et Découverte, il est hyper intéressant parce qu'en fait leur marketplace elle est ce qu'on appelle chez nous curated, c'est-à-dire que les produits qui sont proposés sur la marketplace de Nature et Découverte ils correspondent vraiment à l'ADN, à l'univers de marque. Comment ils sont sûrs que l'autre vendeur va être sérieux ? Et parce que tout simplement ils font ce qu'on appelle du KYBC, donc du Know Your Customer, donc ils s'assurent de la connaissance, de la crédibilité, de l'existence réelle du vendeur tiers. Et j'irai même un cran plus loin, c'est qu'aujourd'hui lorsqu'on regarde chez Miracle sur les marketplaces qui ont été déployés par Miracle en Europe, d'où viennent les vendeurs, à 95% c'est des vendeurs européens. Ce qui pose problème. Juste, tu me parles de Miracle, l'entreprise pour laquelle tu travailles. Tu me parles de toutes ces boîtes. C'est des marketplaces qui sont fournis par Miracle. Qui sont déployés par Miracle très souvent, exactement. Donc on les connaît bien et on a cette capacité sur les 300 marketplaces qu'on opère à travers le monde d'avoir un peu ce retour d'expérience aussi. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait ce métier-là, donc on connaît quand même bien le métier de marketplace et de dropshipping. Et vous intégrez le dropshipping aussi ? Ouais, on intègre le dropshipping aussi, ouais, tout à fait. Et donc ça veut dire que finalement, j'ai envie de dire... le dropshipping, à la différence de la marketplace, là par contre, c'est le vendeur qui est responsable. C'est le vendeur qui est responsable, oui. Donc ça veut dire que très concrètement, j'essaie de revenir au concret, je suis sur la fiche d'un produit. Si je vois vendu et expédié par un tiers, c'est marketplace et c'est un autre. Oui. Mais si je vois vendu et expédié par la Fnac, par Leclerc, par Boulanger, par Nature et Découverte, ça peut être du dropshipping. Et ça peut être de l'assortiment propre des produits qui ont été achetés, stockés et vendus par... Mais donc ça veut dire finalement... Le dropshipping, c'est une marque blanche. Non, mais c'est ça. Mais ça veut dire finalement que la responsabilité, elle est presque meilleure avec le dropshipping, puisque c'est la boutique qu'on connaît qui va être responsable. C'était exactement le deuxième point que je voulais faire. Pour parler de la différence entre le dropshipping et la marketplace, où effectivement la responsabilité dans le cadre du dropshipping, c'est la responsabilité du distributeur ou de l'opérateur du site de dropship, quand la marketplace, c'est la responsabilité du vendeur. Le troisième point, c'est le prix. Le prix sur une marketplace, il est fixé
par le vendeur tiers. C'est lui qui est lui-même responsable de fixer le prix auquel il souhaite vendre son produit, et l'opérateur de marketplace va prendre une commission dessus, alors que dans une activité de dropshipping, c'est vraiment le distributeur qui fixe le prix auquel il veut le vendre. Et lui, il achète à un prix qui est moins important après en générant une marge. Donc dans un cas, c'est une activité de marge, dans l'autre cas, c'est une activité de commission. De commission, ouais. Et le dernier point les deux derniers points de différence, c'est le service client. Dans le cas de la marketplace, c'est le vendeur au même titre que la responsabilité qu'il assume. Dans le cas du dropshipping, c'est effectivement le distributeur qui assure le service après-vente. S'il y a un problème avec le produit, c'est avec lui que vous communiquez, vous interagissez pour la reprise de ce produit-là. Et le tout dernier point, c'est les transferts de droits de propriété qui ne sont pas du tout les mêmes dans le cadre de dropship et de marketplace. Lorsqu'on parle de marketplace, il y a un transfert direct des droits de propriété du vendeur tiers jusqu'au consommateur. Donc c'est quoi la propriété du produit qu'on commande? La propriété du produit, oui, exactement. La propriété du produit passe du vendeur tiers jusqu'au consommateur. Alors que dans le cadre du dropshipping, puisqu'il y a cette responsabilité, il y a un transfert de droits de propriété qui se fait en deux temps. D'abord du fournisseur vers le distributeur ou le site de dropshipping. En fait, c'est comme s'il le stockait quelque part. Même, il ne le stocke pas, il l'envoie directement. Il le stocke virtuellement. Il le stocke virtuellement, voilà. Quoi. Donc en fait, ce qui est marrant, et honnêtement, franchement, ce que je découvre, c'est que le dropshipping, en fait, ça ressemble plus à du commerce traditionnel. En fait, c'est ce que je te disais, ça fait très très longtemps que ça existe, en fait. Donc, la livraison directe fournisseur, c'est quelque chose qui est utilisé par énormément de distributeurs. Mais en fait, c'est la techno qui a permis à chacun de devenir un dropshipper. Voilà. Et du coup, malheureusement, avec les dérives, c'est-à-dire de se dire, je peux créer 50 sites. Moi, si demain, je veux créer 50 sites de dropshipping, je le fais. Oui. Et derrière, je me casse avec la caisse, en tout cas. C'est ce qui est arrivé de temps en temps, effectivement, mais ce n'est pas des pratiques qui sont déjà majoritaires. Je pense que dans 95% des cas, le dropshipping, c'est plutôt des choses qui sont correctes, faites correctement. Et effectivement, il y a à la marge, de temps en temps, des activités de dropshipping qui sont de nature déloyale, dangereuse, illégale. Et il faut réglementer cette activité-là, mais pas l'activité de dropshipping de manière générale. Et ça, je sais pas, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire de façon plus efficace? Après, que le dropshipper fixe son propre prix, c'est le principe du dropshipping, c'est le principe du commerce de manière naturelle. À condition qu'on ait le prix juste. Qu'on ait le prix juste. Et voilà, donc je pense qu'il y a quelques points autour de la réglementation de cette directive des prix barrés dont on parlait tout à l'heure, un meilleur respect de cette directive-là. Je pense qu'il y a un point aussi sur l'encadrement des pratiques des influenceurs, de définir ce qu'est aujourd'hui un influenceur. Et on en avait déjà parlé ensemble, Raphaël, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus défini par la loi aussi. Il y a des arrêts de la Cour d'appel de Paris sur la définition d'un influenceur. Il y a l'autorité de régulation professionnelle de la publicité qui définit également ce qu'est un influenceur. Mais il faut bien se rendre compte que déjà, tous les influenceurs ne sont pas à mettre dans le même sac. Il y en a qui font plutôt bien leur boulot. Il y en a d'autres qui le font de manière plus aléatoire. Mais comme c'est un métier qui est nouveau, qui émerge grâce aux réseaux sociaux, aux plateformes, forcément, il y a un peu de retard de la régulation sur ces sujets-là. Et c'est parce qu'il y a ces dérives-là qu'il y aura une régulation qui sera juste et efficace et qui permettra de limiter les externalités négatives des influenceurs. Ouais, parce qu'on a l'impression qu'en fait, certains influenceurs, les grandes marques justement, qui font les choses proprement, vont pas forcément aller chercher. Donc, ils se créent un peu leurs clients. On a un peu l'impression qu'ils se créent leurs clients sur mesure. Oui. Mais donc, finalement, oui, c'est vrai que les conseils, c'est des conseils assez basiques qu'on retrouve dans tous les conseils de conso, c'est-à-dire faire attention toujours au prix, aux fausses bonnes affaires. Et donc, écoute, sincèrement, je connaissais pas, je savais pas que le dropshipping était une pratique aussi vieille. Écoute, merci beaucoup en tout cas d'être venu dans Métadonnées. Hugo, alors je rappelle Hugo Weber, toi tu es directeur des affaires publiques chez Miracle. Exactement. Une boîte française qui fait donc des marketplaces et du dropshipping. J'espère que ça a pu éclairer ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Merci beaucoup Hugo. Merci.